Un nouveau jour, un nouveau départ. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Même émission, grand jury, même plateau avec nos invités et surtout avec votre humble serviteur Rodrigue Aego. Je vous salue donc où que vous soyez dans la préfecture de Zio, dans la préfecture du Golfe, à Palimé, à Gou, dans le Cloto ou encore dans les lacs, partout ailleurs par le monde. Bienvenue donc à vous toutes et à vous tous. Je rappelle que vous êtes dans votre édition Grand Jury, une émission consacrée au décryptage, analyse et commentaires autour des sujets d'actualité. C'est à ce même exercice que nous allons nous prêter ce matin avec nos invités. Nous allons analyser la décision politique du Parti Santé du Peuple du Dr Georges William Puissant de fermer ou tourner la page de sa participation aux activités de CAP 2015, entendez, combat pour l'alternance politique en 2015. Il a quand même fait des propositions que nous allons scruter dans ce rendez-vous de ce jour. Nous allons également revenir sur la hausse des prix des produits pétroliers et la sortie de Madame la ministre du Commerce, Bernadette Lexim Balouki, qui a développé des arguments pour justifier cette hausse. Sommes-nous convaincus ou quelle analyse faisons-nous de ces arguments? Nous allons en parler également. La dette extérieure du Togo, 5 ans juste après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, les économistes parlent de 10 milliards de dettes aujourd'hui. Comment s'explique ce lourd chiffre juste 5 ans après que le Togo soit gratifié de cette dette extérieure? Voilà donc ces sujets autour desquels nous allons plancher ce matin. Nous allons nous plonger dans la une des journaux. Le temps pour nous de revenir vous présenter nos invités. Nous commençons donc par le libéral de Fabrice Pétési qui sera des nôtres incessamment. Il écrit à sa une: justice transitionnelle au Togo vers la mise en œuvre du programme de réparation des victimes. Le HCRIM à la recherche de la meilleure formule. Et puis CAP 2015, le temps de la débandade, écrit le libéral Santé du Peuple s'en va, point d'exclamation. Adebayor Cheyi entre Tottenham et Aston Villa. Et puis éditorial, préparer le passé. L'autre article à lire également, l'OTR lance un site web, le www.otr.tg, et puis occupation anarchique des réserves administratives, des opérations de démolition en perspective. Ça c'est pour ce qui concerne la une du journal Le Libéral. La dépêche également dans les kiosques écrit: Fédération togolaise de taekwondo, révélation troublante sur la gestion financière chaotique de Franck Eyi Cloutier à la FTTKD. Et puis foncier, exploitation des phosphates, désarroi et angoisse dans le canton de Djagblé. Aéroport de Lomé, RDI France récompense les meilleurs agents de handling. Et puis simple coïncidence ou volonté délibérée d'escroquer les Togolais, s'interroge la dépêche. Toutes les élections remportées par force sont suivies d'augmentation des prix de produits pétroliers, écrit la dépêche de notre doyen Mewene Messé et Sowe Apollinaire. Et puis du Rififi au CAP 2015, Dr Georges William Puissant rend le tablier. Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption, fort a-t-il les moyens d'affronter les 40 milliardaires de la minorité qui pillent les richesses du Togo, s'interroge le journal. Et puis violation des droits humains et emprisonnement politique au Togo, M. Nicolas Lawson interpelle les diplomates en poste à Lomé. Et puis pour finir, pour détention arbitraire, l'ONU demande la libération de Pacha et ses co-accusés et la CEDEAO ordonne la libération de Pascal Bodjona. Le Messager également dans les kiosques ce matin écrit: Togolais de la diaspora Vision Solidaire lance la 4e campagne Miaouezon. Insécurité grandissante au Togo, la peur envahit les foyers et les populations. Journée africaine des mers et des océans, Anéro accueille la première édition. Et puis à la grande une, on peut lire tournée européenne de Jean-Pierre Fabre. Déçu, la diaspora et les autres soutiens de Fabre refusent son mea culpa. Et puis politique togolaise, Dr Georges William de Santé du Peuple quitte CAP 2015. Tension perceptible dans le canton d'Adangbe. Un litige foncier qui oppose la collectivité et Goudiakou et le nommé Aziamadi Koudio risque de dégénérer. Le préfet a décidé du Zion dans un mauvais rôle. Le ministre de Pessia
agir vite, écrit le Messager. Et puis le Mania libéré également dans les kiosques ce matin, écrit une partie de la ville d'Alep submergée dans 20 ans. Quelle solution s'interroge le journal de Abbas Issaka. Et puis de retour de sa tournée en Europe, écrit à sa grande une de Mania libéré, Jean-Pierre Fabre dans sa même logique de contestation. Et puis Tribune, à lire donc à la une de Mania libéré, quand l'Afrique paie le prix économique de l'assassinat de Sylvanus Epiphanio Kwame Olympio, lancement du Hajj édition 2015, Thierry fait des propositions et suggestions pour améliorer les conditions des futurs pèlerins. Ça c'est pour ce qui concerne le Mania libéré. Tingo également dans les kiosques écrit insécurité dans le Bas-Mono, la population d'Afanya et consorts se mobilisent contre les malfrats. Article à lire à la page 3 du journal. Le phénomène de la vie chère dans notre pays, le pouvoir d'achat des Togolais rime avec la croix et la bannière. Et puis c'est avec une jolie caricature, hausse du prix des carburants, trop c'est trop, 3 points de suspension. Nous voulons nos boubets. Et vous voyez bien, en tout cas, les populations mobilisées qui ont complètement, si on peut le dire, ils ont enlevé les moteurs des stations-service. Ils disent, nous voulons nos boubets. Et puis le gouvernement Klassou est interpellé, écrit Tingo. Après sa tournée européenne, Jean-Pierre Fabre enfin prêt pour le grand déballage, écrit le journal voilà, notre doyen également, notre doyen va revenir avec son nom d'intro, ça échappe un peu, baisse de performance des éperviers à domicile, et si tout s'expliquait par une mauvaise gestion du stade de Tégué s'interroge le journal actualisation des modalités de prise en charge des bénéficiaires. L'INAM joue au chat et à la souris avec les fonctionnaires et puis lutte contre Boko Haram. Le président nigérien Muhammadu Buhari au Cameroun aujourd'hui. C'est donc pour ce qui concerne la une du journal Tingo de Augustin Assion, de Togui Augustin Assion. Et puis le triangle des enjeux de Jérôme Sossou également dans les kiosques aujourd'hui. Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption, les gros morceaux et gros bonnets sous haute protection, les menus frétins en route pour les mouroirs. Écrit le journal gestion autocratique et autoritaire, gouvernance despotique, calamiteuse et utopique au sommet de l'État. Le RPT refuse de mourir, Fort Gnassingbé y retourne tête baissée, unir, que faire s'interroge le triangle des enjeux et puis chefferie traditionnelle dans le Cameroun. Un magicien mamouilleur à la tête du village de Platon et de l'autorité politico-administrative à l'époque de la vérité. Et voilà 2015 et ses à côté, un ancien officier des FARC serait mis en tôle pour détournement et vol d'argent. Et puis le journal avec la citation du jour, quand la vérité n'est pas libre, la vérité n'est pas vraie, Jacques Prévert. Et puis quant à rebours, 2 mois, 2 jours de l'exercice du pouvoir dictatorial écrit. Le journal, donc, que feriez-vous pendant les 4 ans, 9 mois, 9 jours qui vous restent? Donc le journal s'adresse au président de la République. Recrudescence des accidents de travail et des décès dans le secteur minier du Togo. Les syndicats des travailleurs des mines interpellent les autorités togolaise. Et puis Pacha Gnassingbé sérieusement malade. Fort va-t-il laisser crever son demi-frère en prison malgré la décision de la Cour de la CEDEAO et des Nations Unies? S'interroge le journal de Jérôme Sossou qui écrit pour le respect des règles de l'état de droit, libéré Pacha Gnassingbé, Seko Lekini et Pascal Bodjona. Voilà donc pour la une du triangle des enjeux. Pour finir, la lanterne de Robert Djoumassi également dans les kiosques, nous le saluons au passage, écrit pour faciliter le processus de dédouanement aux opérateurs économiques, le bordereau électronique de suivi de cargaison officiellement lancé. Et puis, ça bouillonne au sein de CAP 2015, nous apprend le journal. Docteur Kouessan claque la porte et se met à l'écart. Une démission qui ne dit pas son nom. Abbas Kaboua persiste et signe. Un leader charismatique de l'opposition a été corrompu à Abidjan lors des élections présidentielles de 2015 à coup de billets CFA. Attribution gré à gré des marchés dans le bitumage des voies à Lomé et ses conséquences. Où se trouve l'équipe technique du ministre des Infrastructures et des Transports s'interroge la lanterne guerre médiatique des leaders de l'opposition. Unir atomise l'opposition qui perd tous ses repères. Et puis processus d'indemnisation des victimes par le HCRUM au-delà de la réparation des dommages que les bourreaux aussi demandent pardon
d'ici la lanterne. Voilà donc pour ce qui concerne la une des journaux parus ce matin dans les kiosques. Autour de ce plateau avec moi, Joël Ega, directeur de publication du journal La Fraternité. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Et internautes également. Voilà, j'en profite pour dire à ceux qui nous suivent et à ceux qui nous écoutent sur les ondes de 102.7 FM qu'ils peuvent également nous suivre sur le www.ebenradio.com et puis sur le www.togovision.com, sans oublier le www.togo-6online.co.uk qui reprend depuis quelques temps maintenant quelques séquences de l'émission Grand Jury sur son site. Merci donc à vous toutes et à vous tous pour la collaboration, sans oublier les équipes techniques qui nous accompagnent. Rapidement, Joël, les gars, hier, on peut le dire ainsi, rumeur est devenue clameur, avec cette conférence de presse du président du Parti Santé du Peuple qui tourne la page de sa participation au CAP 2015. Directement, qu'est-ce que ça suscite en vous comme réaction? Moi, je dirais, comme je l'ai manifesté physiquement, ça me fait marrer. Ça me fait marrer que, une fois encore, la confiance n'ait pas été au rendez-vous. Qu'une fois encore, nos politiques aient déçu les populations. Mais ça me fait mal que c'est aujourd'hui que Santé du Peuple trouve nécessaire de se retirer de CAP 2015. Je ne sais ce qui l'a motivé à demeurer au sein de cette alliance jusque-là, mais ce que le peuple demande, c'est que nos politiques aient des visions. Et pas que il ne faut pas limiter la lutte à leur propre calcul, à leur propre je ne sais comment dire, à leur propre sphère psychique. Il ne faut pas limiter la lutte à leur personne, mais il faut avoir des visions pour le peuple et voir est-ce que l'aventure dans laquelle je me lance, ce que je fais, est-ce que ça va vraiment dans l'intérêt du peuple? Est-ce que c'est ce que le peuple attend? Est-ce que c'est ce dont le peuple togolais a besoin? Parce que la vision, ça ne veut pas dire répondre forcément aux émulations, comment vous l'appelez, au hurrah des foules, mais il faut savoir imprimer un rythme dans lequel le peuple se retrouvera après, dira que vraiment cet homme, c'est vraiment un leader, c'est vraiment, il est vraiment pas charismatique, c'est vraiment un leader, c'est quelqu'un qui peut mener le peuple à bon port. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que Dr Kwessan, hier, il a dit clairement que sa décision n'a rien à voir avec une quelconque crise au sein de CAP 2015, c'est juste une décision politique, une décision qui engage désormais son parti à apprendre à voler seul. Apprendre à voler seul, ça veut dire qu'il regrette avoir volé avec les autres. C'est dit qu'il n'a pas dit. Ou bien est-ce que Santé du Peuple voulait ça peut être aussi à des objectifs cachés, parce que Santé du Peuple peut-être cherchant une visibilité, Dr Kwessan sachant qu'à lui seul il n'aura pas de visibilité, il est allé s'allier à Santé du Peuple, à CAP 2015 aujourd'hui que c'est fini. Bon, il trouve que CAP 2015 n'a plus de contenu, il n'y a plus. Déjà, la dénomination même de CAP 2015, c'est déjà fini. Oui, parce que pour l'alternance politique en 2015, bon, l'alternance politique qui doit avoir, voilà, le rendez-vous est déjà passé. Donc, il trouve qu'il n'y a plus de contenu à se mettre à profit. Donc, il préfère aller seul, mais attendons de voir si aller seul, il pourra vraiment arriver au niveau de ceux-là qui le font aujourd'hui ombrage sur la scène politique. Mais vous relevez que docteur William Kwessan, il était de ceux qui avaient critiqué le PDP quand le PDP sortait du CAP 2015. Il était de ceux qui étaient montés au vitriol pour qualifier le leader du PDP de tous les noms. Quand Tagbara était obligé de déclarer que sa base ne se retrouvait plus dans CAP 2015 parce que la façon de gérer CAP 2015 n'était pas inclusif. CAP 2015, dans le CAP 2015, on considérait les autres partis comme des potes-sacs. Mais également, Dr Kwessan, c'est celui-là qui, il y a seulement une semaine, avait déclaré qu'il est bel et bien dans CAP 2015. Je me rappelle de l'interview qu'il a accordée à Ici Lomé. Je me demande en fait, quel exemple ils veulent donner au peuple.
des hommes politiques qui vacillent comme tels. Hier, on décriait le fonctionnement de CAP 2015. Au lieu de s'associer aux autres, il a refusé. Mais il a fait l'aventure présidentielle avec eux. Et aujourd'hui, il ressort, comment vous l'appelez, il décide de sortir de CAP 2015 pendant qu'une semaine plus tôt, c'est lui-même qui a réagi sur les médias disant non, que tout marche bien au sein de CAP 2015. Ben alors, cet homme, est-ce que les Togolais peuvent le croire? C'est la grande question. Mais écoutez, dans sa déclaration hier, je lis juste les quelques points qu'il a eu à relever. Il dit en effet, les quelques mois passés dans le landerneau politique de notre pays nous ont permis de diagnostiquer les problèmes qui minent l'opposition togolaise, auxquels nous devons, pour l'assurance d'un avenir meilleur, impérativement trouver des solutions. Il s'agit, en point 1, de la recherche permanente de l'intérêt personnel, provoquant souvent l'impasse dans de nombreux débats. Une crise de confiance particulièrement prononcée, entraînant souvent de la méfiance et des tentatives presque systématiques de substitution des propositions des uns par celles des autres. Et puis une représentation fortement disproportionnée entre l'opposition et le parti au pouvoir dans le système administratif de base de notre pays, facilitant souvent l'orientation des résultats électoraux. Pour finir, un saisissant contraste entre les modestes moyens de l'opposition et les lourds investissements du parti au pouvoir dans les périodes électorales. Ben, ça fait cas d'école. La participation quand même finalement à un regroupement de partis politiques, ça fait cas d'école. Donc, ça fait cas d'école, mais je ne vois vraiment pas en quoi est-ce qu'il avance ces raisons. Est-ce que ce sont ces raisons qui motivent son retrait de CAP 2015? Mais je ne sais pas ce qu'il nous apprend. On a toujours dénoncé ça avant que lui ne rentre d'ailleurs en politique. Ce qu'il dénonce là, on l'a toujours dénoncé avant qu'il ne rentre en politique. Les forces ne sont pas égales pour la compétition électorale. Mais bon, s'il le dit aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui cherche à faire quelque chose mais ne trouve pas d'alibi, donc il va colmater des alibis de gauche à droite. Et puis, ce n'est aucunement en phase avec l'acte qu'il a posé. Moi, je ne sais pas pourquoi il parle de la disproportion des forces, d'une forte présence des militants de l'UNIR. On a toujours dénoncé ça. Les autres ont toujours dénoncé ça. Mais malgré tout ça, c'est en cela même qu'on disait, c'est en cela même que certains partis ne trouvaient pas nécessaire de participer à cette compétition électorale parce que les dés sont déjà pipés d'avance. Et pourtant, il s'est obstiné. Il a accompagné CAP 2015 à aller dans cette aventure qui a fait perdre près de 115 millions aux pauvres Togolais qui ont cotisé. Jusqu'ici, les comptes ne sont pas encore rendus. Quand il parle de comment vous l'appelez, de suspicion, de méfiance, etc. Mais quelle raison a poussé alors ceux qui avaient quitté CAP 2015 de quitter? Lui, il ne trouvait pas ces raisons avant de s'obstiner à demeurer au sein de CAP 2015. Mais il ne faut pas que les gens prennent les Togolais. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression, non seulement ils se moquent des Togolais, mais ils prennent aussi les médias comme, je ne sais comment dire, des fourre-tout. Tu es là, quand tu te portes bien aujourd'hui, tu viens sur les médias, tu dis ce que tu veux. Demain, quand tu te portes mal, tu vas sur les médias, tu dis ce que tu veux. Et moi, je ne trouve pas que jusqu'ici, on ait des leaders politiques de poigne. Dans le lot, il y en a. Mais puisque les Togolais, enfin, ceux-là qui jurent toujours par l'alternance, ont été domptés par le son de la revanche, le son du tribalisme et autres là, ben c'est un opium qu'on leur a servi et dont certains commencent petit à petit par se libérer. On espère que le débat politique se posera demain clairement, de façon plus sérieuse, de façon plus inclusive, pas l'exclusion, comment vous l'appelez, la radicalisation là qu'on a servi jusque là à ces 800 000 Togolais qui ont encore voté pour Fabre lors des derniers scrutins. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'opposition togolaise est en manque de stratégie puisque finalement tout est parti du FRAC, on a abouti au CST, après il y a eu également la coalition Arc-en-Ciel, on a CAP 2015 aujourd'hui et finalement est-ce que ça rime à ce qu'on peut appeler manque de stratégie? Manque de stratégie, vous savez, la stratégie est définie par une vision. Il faut d'abord avoir une vision. La vision, c'est l'alternance politique. Non, mais justement, quand on parle de l'alternance politique, ça dépend de comment les gens appréhendent l'alternance. Les gens pensent que l'alternance politique, c'est forcément que les Kabyles quittent le pouvoir et que les sudistes prennent le pouvoir. C'est ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les gens pensent que
l'alternance c'est la fin de certains Togolais qui ont été forcément commandes jusque-là, il faut les mettre derrière les rideaux pour que d'autres... Non, aucunement. Ça ne doit pas être... L'alternance ne doit pas avoir ce sens-là. L'alternance même ne doit pas... On ne doit pas ethniciser l'alternance, on ne doit pas personnaliser l'alternance. On ne doit pas personnaliser l'alternance, c'est-à-dire que moi quand je parle de vision, c'est quelque chose qui rapproche les Togolais. Parce que, reconnaissons, quoi que le H-Trône fasse, on parle de réparation, des torts, est-ce que c'est ça qui réconciliera les Togolais? Mais si aujourd'hui, il faut que je m'appelle, il faut que je porte un nom, il faut que je sois proche d'un clan pour avoir accès à certaines faveurs, pour avoir accès à certains postes, autres là dans le pays, pour avoir accès au marché public, ben, c'est là en fait que se trouve le problème. Et il faut que le politique qui vient rassure tant celui qui triche aujourd'hui que celui-là qui est triché, que non, les choses seront faites demain au point que il y aura que par exemple le mérite qui sera reconnu, et il y aura que, comment vous l'appelez, les mouvements, on ne cultivera que la vérité, il y aura que l'objectivité dans la gestion tant du bien public, tant des hommes, que je ne sais comment dire, enfin à tous les niveaux. C'est ça en fait la vision. Aujourd'hui, tout ce qu'on a devant nous, qu'est-ce qu'il propose? Il propose le renversement de l'ordre qui est là actuellement pour mettre un nouvel ordre qui en fait vient en vengeance contre ceux qui sont là aujourd'hui. Mais quand on apprend les choses comme cela, on n'ira nulle part. Mais quand vous prenez par exemple CAP 2015 et CAP 2015, vous voyez comment les défections ont été faites dans CAP 2015. D'abord, on a commencé par sortir les hommes, ceux du Nord. D'abord, c'est Tama. Sortir les gens ou bien les gens ont commencé par quitter? Oui, mais comment a-t-on procédé pour que ceux-là ne se sentent plus en harmonie avec vous? Pour que ceux qui quittent... du groupe, par exemple. Non, effet du groupe. Et pourquoi est-ce qu'ils ont, comme par hasard, les mêmes cultures, presque les mêmes origines? Mais c'est terrible. C'est-à-dire que nous... Peut-être coïncidence, parce qu'aujourd'hui, on a William Cuisson. Non, mais attendez. Moi, je vous rappelle que quand je prends le parti que je connais, en fait, quand je prends le cas du PDP, par exemple, quand on devait mettre à part le CST, imaginez que le PDP n'a pas été contacté parce qu'on dit que non, que lui, il est du Nord, et donc que c'est un sous-fif du parti au pouvoir. Et ces chemins faisant, se sont rendus compte que, mais attends, il est même plus craint par le parti au pouvoir que ce qu'on pense. Et donc, on a voulu l'associer dans CAP 2015. Mais là, chemin faisant, on se rend compte que non, mais attends. Là aussi, certains acteurs ont pointé du doigt la recherche de l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt commun. Effectivement, c'est ce que je dis. Ça veut dire, quand il y a une vision, il n'y a pas d'intérêt personnel. Quand il y a une vision qu'on imprime à la lutte, il n'y a pas d'intérêt personnel. Est-ce que vous... Donc, jusque-là, selon vous, l'opposition togolaise n'a pas de vision? L'opposition togolaise n'a pas de vision. Peut-être ça va vous intéresser. Elle n'a pas de vision. C'est-à-dire que quand ce que vous visez, ça ne prend en compte que certains Togolais, comme je le dis toujours, comme par exemple le Eveland de Sylvanus Olympio, qui a été la base du tribalisme que nous trimballons depuis 55 ans que nous avons l'indépendance. Mais quand vous avez ça, on ne peut pas appeler ça vision. C'est pas une vision, ça. C'est-à-dire que je ne sais comment dire, ce sont des ambitions parcellaires. Et ça ne peut pas fonder une nation. Et là, je profite pour dire qu'aujourd'hui, reconnaissons que nous n'avons pas encore deux nations togolaises. Parce que la nation telle qu'on l'a définie, ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Il y a des Togolais qui se sentent différents des autres. Ce n'est pas encore ça une nation. Peut-être que ça va vous intéresser puisque le Parti Santé du Peuple a fait des propositions. La première proposition, c'est la mise en veilleuse de CAP 2015 de manière à répondre à l'esprit de l'accord du 31 octobre 2014 et à mettre à plat toutes les divergences nées au sein de l'opposition et de toute la classe intellectuelle non affiliée au pouvoir au lendemain de la création de ce regroupement. Cette mise en veilleuse, selon nous, ne devrait nullement empêcher la lutte pour le triomphe de la vérité des urnes de se poursuivre. Deuxième proposition, des retrouvailles au sein de l'opposition à l'image d'états généraux pour l'aplanissement de toutes les divergences existantes. Troisième, le regroupement de tous les partis politiques de l'opposition ayant en partage le principe cardinal de l'alternance politique, non plus dans un cadre formel à l'image du FRAC, du CST de la coalition arc-en-ciel ou de CAP 2015, mais dans un cadre beaucoup plus ouvert, lui permettant principalement de réclamer et d'obtenir
le plus rapidement possible les réformes politiques et électorales et surtout les moyens de sa meilleure représentation à la base, en l'occurrence les élections locales. Une belle proposition. Il n'est pas le premier à faire cette proposition. Il n'est pas le premier à faire cette proposition. Là, comment vous l'appelez, c'est dire en d'autres mots la même idée. Donc c'est finalement un refrain partagé. Non, mais c'est finalement un refrain. Il n'apporte pas de plus-value. Il n'apporte rien de nouveau. Et Dr Kwessan, son rôle aurait été plus utile quand, par exemple, dans la mise en place de CAP 2015, quand on a pris, comment vous l'appelez, Madame Adjamagbo comme président de CAP 2015, lui-même il était, je crois, porte-parole, Fabre est le candidat, mais ils viennent tous, ils viennent de la même région, presque. Donc, ils viennent de même partie. N'insistez pas sur le régionalisme, mais ça dit aujourd'hui que c'est ça qui guide les intérêts. Oui, mais c'est ça qui pipe le débat politique aujourd'hui. C'est ça qui, même au-delà du débat politique, le problème socio-économique aujourd'hui au Togo, c'est ça qui le pipe. Soyons sincères. Le régionalisme. Mais le régionalisme, le tribalisme, l'ethnicisme, juste parce qu'il y a des Togolais d'une certaine partie qui ne rassurent pas les autres Togolais. Comme quoi, si jamais ils leur laissent demain de venir aux commandes des affaires, est-ce qu'ils vont les associer aucunement? Et c'est ça, nous sommes pris en otage. Et je vous dis, unir qui est au pouvoir aujourd'hui l'alimente aisément. Il alimente cela. C'est-à-dire que moi je dis, Jean-Pierre Fabre aujourd'hui est le partenaire idéal de Unir, parce que Unir sait très bien que tant que Jean-Pierre Fabre va continuer par violer l'esprit des citoyens en leur vendant des illusions ou autres là, il n'accédera jamais au pouvoir. Unir va rester là. Donc on l'utilise pour bloquer toute idée nouvelle, toute tendance nouvelle qui va menacer vraiment le renversement du pouvoir uni. En fait, c'est ça le jeu. Et puis, je sais que les Togolais sont aujourd'hui plus éclairés, parce que quand vous voyez le taux d'abstention qui a été enregistré lors de la dernière présidentielle, moi je dis, c'est un signal très fort. Parce que les Togolais ne croient plus en aucun des deux candidats. Ils ne croient pas en celui-là qui est chef de file de l'opposition, parce que beaucoup ont dit, mais le monsieur là, il a fait un deal. Et pourquoi il va à cette élection qu'on s'est perdu d'avance? C'est un peu comme ce que la Lanterne a écrit à Basse-Kaboua, qui persiste et signe tel que le dit le journal La Lanterne, que le leader charismatique de l'opposition a été corrompu à Abidjan lors des élections présidentielles de CAP de 2015 à coup de billets CFA. Nous quittons donc la scène politique pour aller vers la société. Nous étions autour de ce plateau pour parler de la pénurie que d'aucuns ont jugé d'artificielle, suivie d'augmentation du prix à la pompe des produits pétroliers. On avait souhaité une sortie de Madame la ministre du Commerce, Ledzine Balouki. Elle a effectivement effectué une sortie pour expliquer quand même les raisons qui ont motivé cette augmentation. Êtes-vous convaincu? Madame Balouki, la ministre Balouki sait très bien que ces arguments ne convainquent personne. Elle sait très bien que ces arguments ne convainquent personne. Et moi encore, elle-même, qui est venue déballer ces arguments, il faut qu'on arrête de se moquer de nous-mêmes. Il faut qu'on arrête de se moquer de nous-mêmes, parce que à l'échelle nationale, quand moi je vois les gars, par exemple, je viens raconter des légèretés togolais, avec la volonté de leur faire avaler cela. En fait, c'est pas au Togolais, je mens. Je me mens à moi-même, parce que je suis partie intégrante de ce pays-là. Est-ce qu'il s'agit de mensonges? Elle a parlé du taux de fluctuation du dollar, elle a parlé de la hausse du... Non, mais vous avez vu notre parution la semaine dernière. Nous sommes oui, bien sûr. Presque le seul journal qui a fait remarquer qu'au Ghana, la tendance était plutôt à la baisse. Le vendredi, puisque le vendredi, le prix du baril est descendu en dessous de $50. Le prix du baril était à $49. Le Ghana, aussitôt au nom de la réelle politique de vérité des prix, les prix ont été diminués de près de 23% à la pompe au Ghana. Mais pendant que nous, notre tendance est plutôt à l'inverse, nous avons choisi de faire la marche à l'inverse. Moi, je l'avais dit au cours du week-end sur un des médias partenaires.
Ce que les Togolais demandent aujourd'hui, c'est l'exemplarité. L'exemplarité, ça veut dire d'abord, comment vous l'appelez, prête-moi le mot. L'exemplarité, c'est montrer un égard aux citoyens. C'est respecter le citoyen. Mais ça ne sert à rien, par exemple, de mettre des panneaux en ville. On met civisme, un seul peuple, une seule nation, même objectif, émergence, etc., etc. Mais moi, je vous dis, la fois dernière, moi, par hasard, il y a un jeune homme de 15-16 ans qui s'est arrêté devant les panneaux et dit, mais attendez, un seul objectif, émergence, une seule nation, un seul peuple. Dans l'irrespect pour les citoyens, oui. C'est ce que le jeune dit. C'est ce que le jeune a dit. Et pourquoi moi, ça me... Oui, mais est-ce que... Rodrigue, est-ce que tu penses que c'est un respect pour toi, citoyen, dans tes droits, quand tu joues au lendemain, d'abord, on crée une pénurie. On crée une pénurie pendant 10 jours. Et le lendemain, on augmente le prix du carburant, pendant qu'aujourd'hui, les tics sont à la portée de tout le monde. Même le petit, sur sa tablette, il va sur Internet, il demande le prix du carburant aujourd'hui, il voit que c'est 49, que le prix a baissé le vendredi. Pendant que l'État, celui-là qui a confié sa gestion, et celui-là qui est censé lui donner, être un modèle, lui donner l'exemple, il se permet d'augmenter le prix. Ça dit, excusez-moi, mais c'est d'autres confrères qui ont utilisé le terme, mais je suis obligé de leur emprunter. Comment vous l'appelez, d'emprunter ça? C'est du gangstérisme d'État. C'est du gangstérisme d'État. Et le problème, c'est que on assiste à une passivité qui doit normalement étonner. Vous savez, le peuple togolais là, que vous l'ayez giflé, que vous l'ayez asséné plusieurs coups, le peuple sait qu'il n'a pas les moyens de vous répondre. Le peuple sait qu'il n'a pas les moyens de sortir de vos griffes. Donc, il est là, il accepte, il subit. Mais est-ce qu'on pense que ça va demeurer comme tel, ad vitam aeternum? Est-ce qu'on pense que ça va demeurer comme tel jusqu'à la fin? Est-ce que vous partagez finalement l'analyse du confrère, la dépêche qui écrit? Il se demande d'abord si c'est une coïncidence ou volonté délibérée d'escroquer les Togolais. Et toutes les élections, selon lui, selon son observation, son constat, toutes les élections remportées par force sont suivies d'augmentation des prix de produits pétroliers. La fraternité, nous avons dit, et l'histoire se répète. Le mercredi dernier. L'histoire se répète parce que vous vous rendez compte, je vais vous faire une observation qui va vous surprendre. Et nous étions en 2010, c'était le 21 juin 2010, soit 2 mois, probablement 2 mois après l'élection de Faure Gnassingbé, quand le prix du baril et le prix du carburant a été augmenté. Et tu te rappelles, Rodrigue? Ça a commencé par le prix du maïs. Oui, d'abord le prix du le prix du maïs c'était en 2005. En 2005. C'était en 2005. Non, récemment, le prix du carburant. Oui, non, c'est-à-dire qu'avant d'arriver en 2015, en 2010, on était déjà en 2010, 2 mois après la réaction de Faure Gnassingbé, le prix à la pompe a été augmenté, le prix du carburant a été augmenté. Nous sommes en 2015, 2 mois après, 5 ans après. 2 mois justement également après la réélection de Faure Gnassingbé, le prix du carburant a été encore augmenté. Et pendant que ce soit plus coïncidence ou autre, là, ça suffit largement pour susciter l'indignation et l'irrespect, et le manque de respect du citoyen qui ne veut plus respecter l'autorité. C'est tout cela qui a conduit à ce que en 2014 dernier, dans les plateaux, vous avez vu les Togolais de la Poisson, on trouvait plutôt plus digne de hisser le drapeau ghanéen. Voilà, et descendre le drapeau togolais. Mais voilà, faut pas qu'on demande aux gens. Ce qui n'était pas un bon comportement, en fait. Mais ce qui n'était pas. Il faut dire que ce comportement était déplorable, regrettable, mais comprenez également les populations. Mais quand l'État ne leur envoie aucun signal pour leur montrer qu'ils appartiennent à une unité territoriale, à une unité, comment vous l'appelez, à une unité démographique. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que la population fasse? Ils préfèrent se tourner vers la nation là, l'État là, de qui ils reçoivent toutes les faveurs, toutes les obligations que leur État d'appartenance a refusé de leur faire. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Mais quand, comment vous l'appelez, vous parlez du prix du carburant.
le ministre, moi je crois que la ministre il fallait qu'elle parte, sinon elle aurait dû se taire parce que les arguments là, ça a fait marrer plein d'observateurs. Mais je voudrais, puisque le sujet est inscrit aujourd'hui inscrit au débat, je voudrais faire un rapprochement entre cette augmentation et puis le fait que notre dette extérieure a aujourd'hui atteint un niveau inquiétant. Moi, je voudrais croire, parce que au-delà de ceux qui disent que parce que les observateurs que nous avons eu à rencontrer, ils disent que le prix du carburant, c'est pour compenser ce que le devoir a eu à dépenser pour organiser les élections. Mais quand on voit bien, en 2010, le Togo n'a pas organisé les élections sur ses fonds propres. Les élections ont été financées, pourtant le carburant a été augmenté. En 2015, bon, c'est vrai qu'en 2013, après les élections, également, le carburant a été augmenté. En 2015, ça a été augmenté. Mais je ne voudrais pas croire que c'est parce que le Togo a financé les élections à hauteur de 10 milliards ou 15 milliards que le carburant a été augmenté. Mais moi, je voudrais plutôt croire, parce que les recettes qu'apportent cette augmentation, quoi qu'on dise que c'est seulement 12 francs, c'est pas seulement 12 francs parce que il y a eu des augmentations. Par exemple, le pétrole n'a pas été augmenté de 45 francs. Donc, toutes ces recettes-là, moi, je voudrais croire que c'est pour permettre de diminuer un peu la dette que le Togo a contractée durant du moins ces 5 dernières années. Pourquoi ils ne disent pas clairement si c'est ça? Bon, mais attendez, ils vont le dire comment? Parce que le peuple ne leur a pas demandé d'aller contracter cette dette-là. Le peuple n'a pas été témoin de la gestion que la dette contractée la gestion qui a été faite de la dette contractée. Mais le peuple, c'est la minorité là dont parle le chef de l'État, qui a siphonné l'argent qui a été prêté sur le dos du contribuable togolais. Mais voilà aujourd'hui que toi et moi, on n'a jamais bénéficié, on n'a jamais été partie prenante de ce gâteau-là, mais du partage de ce gâteau-là. Mais aujourd'hui, on est obligé de payer ça de notre poche. Moi, c'est ce que je voudrais croire. Parce que je ne vois vraiment pas ce qui... Vous avez avancé que le Togo a financé les élections sur fonds propres à hauteur de 10 voire 15 milliards de francs CFA. Il y a 5 ans plus tôt, juste 5 ans, le Togo a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés, avec la rémission de la plupart de ces dettes. Et juste 5 ans après, on l'évalue à plus de 1000 milliards la dette. Maintenant, si on fait un petit calcul, 15 milliards moins 1000 milliards, comment selon vous s'explique cet endettement? Non, mais attendez. Non, je crois que la piste que tu as prise, cette piste-là me rejoint moi ma thèse. Parce que c'est pas les élections, c'est pas le fait qu'on ait financé les élections qui justifie qu'on augmente le prix à la pompe. Ce n'est aucunement pas ça. Et ça ne saurait vraiment compenser l'endettement dont nous parlons. Bon, ça saurait. Est-ce que tu sais jusqu'à quand on va revoir encore le prix on va décider par Clémence de revoir le prix à la baisse? Tu ne sais pas. Clémence? Oui, mais justement, nous sommes. Rodrigue, tu sais, nous sommes dans un état de prédation. Nous sommes aujourd'hui en pleine prédation. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut, on n'avait rien à dire. Et non seulement le régime est dans une posture de prédation, mais aussi il est aujourd'hui réfractaire. Parce que supposez que les Togolais se mettent dans la rue, que d'abord, on a pipé les associations de défense des consommateurs qui se contentent du minimum, qui n'existent que de nom. Supposons que même qu'on mette les Togolais dans la rue aujourd'hui pour réclamer la diminution, le régime est là, on les voit défiler 1, 2, 3 jours après. En fait, la stratégie c'est quoi? Ils vont jaser, après ils vont se taire. C'est ça aujourd'hui. Donc nous sommes dans un régime de prédation et de réfraction à toute suggestion, à toute remontance, à toute réclamation que ce soit. Donc souffre que tu le veuilles, souffre que je qualifie cela de clémence si il survient une diminution. Et puisque pendant que le baril est en train de diminuer, nous on a augmenté ça. Et attends, qui a protesté? Mais finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Finalement, quel rôle joue le Parlement, puisqu'aujourd'hui on les appelle des élus du peuple, parce qu'ils sont les représentants du peuple. Le peuple ne peut pas se mettre à demander à l'autorité d'expliquer telle ou telle décision ou tel acte, mais au niveau du Parlement, on ne sent pas vraiment
que ce soit une représentation du peuple. Mais puisque le peuple s'offusque par rapport à cette augmentation, mais les parlementaires restent muets. Oui, mais c'est aussi ça. C'est aussi ça, comment vous l'appelez, le passif du système politique qu'on a entretenu jusqu'ici. C'est-à-dire que au niveau du sommet, celui qui est toujours au niveau du sommet, c'est lui encore qui contrôle le Parlement. Il n'est pas le président du Parlement. Il n'est pas le président du Parlement, comment? C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui est au pouvoir, qui contrôle également le Parlement des élus du peuple. Non, mais attendez. Excuse-moi. Non, Rodrigue. Vous venez sur la base, permettez, vous venez sous les couleurs d'un parti, mais une fois au Parlement, vous n'appartenez plus à aucun parti politique. Une fois au Parlement, vous n'appartenez plus à aucun politique. Nous souhaiterons que ça se transmette, que ça se traduise effectivement dans les actes. Nous souhaitons que ça se traduise effectivement dans les actes. Mais c'est ce que le peuple attend. Le peuple attend de voir, par exemple, les députés de UNI remettre en cause son gouvernement et dire non, vous avez augmenté le prix du carburant, ramenez ça parce que nous sommes tous concernés. Parce qu'au-delà de tout, le ministre, excusez-moi, le président du Parlement, le ministre, le député et le paysan au village, nous payons tous à la même pompe le carburant. Hein? C'est l'argent vient de nous des poches de tout de chacun. Donc, ce qu'on aurait souhaité, comment vous l'appelez, pas le patriotisme, le civisme de ces députés-là les oblige à interpeller le gouvernement et dire non, ramener le prix à la baisse. Quoique nous soyons du même parti, ce n'est pas normal, parce que bientôt c'est la rentrée et quand vous augmentez le prix du carburant, d'abord nos portefeuilles en pâtissent, mais également les portefeuilles vont plus en pâtir parce que les autres prix, les prix de tout ce qui rentre des produits de première nécessité, tout ce qui rentre dans le cadre de la rentrée, par exemple, notre budget sera mis à rude épreuve. Donc, ramener le prix à la baisse. C'est ce que les députés devront faire. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes dans un régime de... Sauf qu'il n'y a pas que des députés du bord du pouvoir au Parlement. Que font les autres députés de l'opposition? Les députés de l'opposition, est-ce qu'ils ont la majorité? Non, il s'agit de proposer premièrement. Parce que nous étions là, ils avaient proposé quand même une loi portant réforme de la constitution togolaise. Ils peuvent également proposer. Mais excuse-moi, je ne prends pas, je n'ai aucun intérêt à prendre leur défense, mais je crois que il revient à eux de tenter. Peut-être qu'ils ont leur raison, et je voudrais croire qu'ils ont des raisons. Sinon, bon, il faut qu'à tenter voir si les députés de l'UNIA vont les suivre dans cette démarche-là pour se lier contre leur gouvernement et demander que les prix soient revus à la baisse. Mais le problème, c'est quoi? C'est très souvent, c'est cette vilaine culture qu'on a ici. Une fois que tu accèdes, une fois que tu changes de classe sociale, tu oublies ceux qui sont en bas. Mais les députés aujourd'hui ont des bons de carburant, etc. Donc je dis, bon, moi je vais peiner encore à prendre l'initiative d'une loi, etc. À prendre une initiative qui vise à ramener, se devenir dans ma posture et interjecter l'augmentation du prix du carburant, du moins convoquer ce gouvernement, pousser le gouvernement à revoir, à ramener le prix à l'ancien niveau. Bon, ben, je dis, en quoi est-ce que je suis concerné? Si je prends en tant que moi seul, député Kossi, j'ai le bon de carburant, je vis aisément, ça ne m'impacte pas. Ça ne m'impacte pas. Pourquoi est-ce qu'on les appelle finalement des élus du peuple? Oui, mais il faut aller leur poser la question. Posons-leur la question. Invitez-les sur le plateau ici, demandez-leur pourquoi on les appelle élus du peuple alors, à quoi ils servent en termes de défense des droits des droits du peuple. Et demander également à ceux-là, à ces associations non, pas de consommateurs. Attends, eux, on sait qu'ils sont déjà de la société civile. Ceux-là qui ont battu les pavés pour des sujets politiques. Les associations de défense des droits de l'homme. C'est une violation des droits de l'homme, quand même, l'augmentation arbitraire des prix du carburant. C'est une violation des droits socio-économiques des citoyens. Mais demandez-leur, invitez-les sur le plateau, qu'ils nous disent pourquoi ils se sont tués depuis le mardi 21 juillet jusqu'à ce jour
et ils laissent les populations subir arbitrairement les nouveaux prix qui ne sont justifiés aucunement. Que rien ne justifie. Ils n'ont qu'à nous expliquer pourquoi sur les sujets politiques, parce que nous l'avons plusieurs fois dit, au moins dans 3 parutions de suite, on a dit à Fraternité, mais où sont-ils ces gens-là? Quand les Togolais sont vilipendés, sont objectisés à Ouassem, où sont-ils? Où est-ce qu'ils sont passés, ces associations de la société civile? Quand les médecins grévaient, parce que la grève des médecins, ça rentre dans l'intérêt de tout un chacun. Nous allons tous nous soigner au même hôpital. Mais où sont-ils pour ne pas soutenir, par exemple, ce mouvement? Et où sont-ils aujourd'hui quand on a augmenté le prix du carburant et qui, dans quelques jours, va avoir des conséquences en cascade? On entend, il y a des communiqués qui passent. C'est aujourd'hui qu'on veut les voir dans les rues. Ils n'ont qu'à se mettre dans la rue pour voir si ces élèves qui ne sont plus aujourd'hui en kaki, ces jeunes-là, quand comment vous l'appelez, que le gouvernement avançait des alibis comme quoi on les utilise innocemment, si ces jeunes-là, dans leur innocence, ne vont pas aujourd'hui encore se joindre à eux pour les soutenir. Ça ne va pas poser un autre problème, puisque à leur âge, est-ce qu'ils sont réellement consommateurs des produits pétroliers? Ils sont concernés. Moi, je n'utilise pas votre plateau pour éviter les jeunes à se mettre dans la rue aucunement. Mais je dis que ces associations-là se mettent dans la rue, que les gens demandent, mais pourquoi ils sont dans la rue? Parce qu'on a augmenté le prix du carburant pour voir si les militants de UNI, les 1,2 million de UNI ne vont pas les soutenir. Hein? En tout cas, il nous reste encore quelques minutes. Je propose qu'on revienne sur la dette extérieure du Togo, chiffrée à plus de 1000 milliards aujourd'hui selon les économistes. Au même moment, on nous parle de flux de capitaux, c'est-à-dire le CFA qui quitte le Togo vers l'extérieur, également chiffré à plus de 1000 milliards. Également chiffré à plus de 1000 milliards. Je crois que ça fait 2 ou 3 ans qu'un rapport a été publié comme tel. Il y a encore un récent rapport. Il y a encore un récent rapport. Les rapports se complètent, mais moi je dis qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est-à-dire que les médias... Comment ça s'explique? Au même moment, l'extérieur nous donne l'argent, nous sommes endettés à plus de 1000 milliards. Au même moment, plus de 1000 milliards quittent le Togo en destination des paradis fiscaux, des comptes... C'est ceux qui sont au pouvoir qui doivent l'expliquer. C'est cette minorité-là qui doit l'expliquer. Comment se fait-il que les milliards sortent pendant qu'on va encore emprunter des milliards? Mais moi, je dis, on va emprunter des milliards. Quand je prends rien que ce que la diaspora injecte dans notre économie, 182 milliards en une seule année. 182 milliards, c'est près du triple de l'aide extérieure. Hein? Si on créait vraiment un cadre sérieux, rassurant, pour, comment vous l'appelez, mettre à profit cet argent que la diaspora injecte, est-ce qu'on aura besoin même d'aller emprunter autant d'argent à l'extérieur? Est-ce qu'on aura d'aller emprunter autant d'argent à l'extérieur? Et puis il y a un langage qui moi je qualifie ce langage de moqueur. C'est-à-dire qu'on vient, on dit, la Chine a fait don au Togo de 5 milliards. Oh, c'est pas un don, c'est un prêt. Hein? Est-ce que c'est un don? Parce que quand tu mets devant la télé, tu enregistres cela, tu dis non, c'est un cadeau, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Et après, on te dit que non, on a 1000 milliards de dettes. Mais tu te demandes, alors, quel est le langage qu'on t'a servi? Alors, moi, je dis, on aurait pu mettre, par exemple, à profit ce que la diaspora injecte, hein, et vraiment la politique de réforme et de rigueur dans la gestion, c'est aujourd'hui on se rend compte que cette politique n'était pas aussi rigoureuse que ça. Ah bon? Oui, mais attendez, si cette politique était rigoureuse, pourquoi il y aura eu autant de CFA sortis de notre pays vers l'extérieur? Est-ce que c'est pas parce que sur le plan commercial, notre champ est absorbé par des investisseurs étrangers? Est-ce que c'est les investisseurs étrangers qui font sortir cet argent-là? Mais si c'est les investisseurs étrangers, mais il y a le protectionnisme que le Japon a eu à faire. D'abord protéger son marché, de donner la priorité aux locaux, mais également quand vous venez, le yen je parle du yen, j'oublie un peu la monnaie japonaise, mais ce que vous produisez, ça ne peut pas sortir, c'est-à-dire les recettes que vous faites, vous l'investissez au Japon. Mais il y a plein de pays qui l'ont fait. Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas les frontières, ces évasions fiscales? C'est parce que ceux-là qui sont censés contrôler ces évasions-là sont eux-mêmes complices. C'est aussi simple que ça. Mais moi, je trouve que la question devrait être posée à ceux-là qui sont au pouvoir
Et le chef d'État parlait d'une minorité qui s'arroge la richesse du pays, mais on s'est rendu compte que cette minorité, beaucoup de membres de cette minorité sont revenus dans l'actuel gouvernement. Comment vous l'appelez? On nous dit qu'on a une dette de 1000 milliards, pendant que 1000 milliards sont sortis, et pendant que on nous parlait de, comment vous l'appelez, de l'assainissement, non seulement pas des dépenses publiques, mais de l'assainissement, de la gestion même du pays. Mais comment se fait-il que ces 1000 milliards sont sortis? Je crois que au-delà de ce plateau que vous organisez en invitant les journalistes, il faut éviter les acteurs impliqués pour qu'ils viennent s'expliquer. En tout cas, je crois que ça ne saurait tarder. Il nous reste environ 2 minutes. Rapidement, on va parler puisque nous parlons de l'évasion fiscale et puis la dette extérieure. Le Togo a eu la bonne pensée parce que le gouvernement est à pied d'œuvre pour réfléchir au mécanisme qui devra lui permettre d'arrêter cette situation. Et donc, le Parlement a voté donc une loi qui porte la création d'une haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et des infractions assimilées. Le journal La Dépêche s'interroge fort, a-t-il les moyens d'affronter les 40 milliardaires de la minorité qui pillent les richesses du Togo? Je crois que la question est très bien posée. La question est très bien posée et je crois que c'est parce que les autorités même ont eu vent de ce rapport-là imminent qui va mettre à nu l'échec de la politique de rigueur qu'ils ont mise en place. C'est parce qu'ils ont eu vent de l'application de ce rapport-là qu'on a précipité l'adoption par le Parlement de la loi portant mise en place de la haute autorité de prévention des infractions. Mais vous savez, ça veut dire qu'au-delà de tout, l'essentiel n'est pas de mettre en place des structures, mais tout dépend de la volonté que vous imprimez. Tout dépend de la volonté que vous imprimez à ces initiatives-là. Est-ce que ces structures seront dotées des hommes qu'il faut? Il ne s'agit pas de... Il y a eu le parti ADI qui s'est insurgé contre la composition d'abord de cette haute autorité. Effectivement, au-delà de cette haute autorité, il y a la Cour des comptes est là. La Cour des comptes a rendu des rapports jusqu'ici. C'est des sorties sporadiques, on fait des audits, comment vous l'appelez, on va vérifier les comptes des années antérieures pour dire, et puis il n'y a même pas eu de sanctions jusque-là. Mais quand nous construisons le pays comme cela, ne soyons pas étonnés que demain nos enfants soient mal à l'aise dans ce pays-là. Ne soyons pas étonnés que demain nos enfants pour lesquels nous nous battons ne se retrouvent plus dans ce pays-là parce qu'on a foutu du bordel. On n'a pas imprimé de la volonté, on n'a pas imprimé de la responsabilité dans tout ce qu'on fait. Mais si chaque fois on doit faire les choses parce que comment vous l'appelez, je ne parlerai pas de ce terme-là parce qu'on dira sectivaliste. Quand on doit faire les choses parce que c'est mon cousin, parce que c'est mon ami, parce que c'est un membre du parti, donc peu importe clientélisme, une autorité me disait en tant que le clientélisme est devenu un diplôme au Togo. Ça m'a fait marrer. Quand le clientélisme devient un diplôme, je me demande où est-ce qu'on va. Que faisons-nous alors de la compétence et du mérite, du mérite? Qu'est-ce que faisons-nous de ça? Donc moi je dis cette haute autorité n'apportera rien de concret s'il n'y a pas la volonté politique. En tout cas, volonté politique, on en saura davantage. Merci donc Joël Ega. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal La Fraternité. Ce sera donc tout pour notre entrevue de ce matin dans votre émission Grand Jury. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Élise Agossou, Kosivi Georges et puis Alago Octavio et puis Bonfond, voilà, c'est comme ça. Je suis un peu perdu ce matin, mais retenez tout simplement, comme on a l'habitude de le dire, que nous sommes à ce plateau au nom de l'appel qui nous est lancé à travers l'hymne national La Terre de nos aïeux. Togolais, viens, bâtissons la cité. Merci donc à vous toutes et à vous tous. Bonjour et bien de choses à Sir Ademayabor. Merci encore pour sa grandeur d'âme et d'esprit et sa sagesse. Nous en profitons énormément. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. Au revoir.